Bonjour à tous et surtout bienvenue à ce nouveau live Pose-moi une question qui est organisé, comme vous le savez, par la communauté de pratique PharmD et qui sera pour la deuxième fois exclusivement en français. On sait qu'on a une audience également francophone, donc c'est important pour nous de pouvoir vous offrir des échanges aussi en langue française. Et évidemment, comme vous le savez, ce forum se veut être un espace d'échange, de savoir et de bonnes pratiques aussi pour qu'ensemble, nous puissions promouvoir et améliorer la gestion des risques agricoles. Donc aujourd'hui particulièrement, l'événement est dédié à l'insertion et à l'émancipation des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral. Et pour en discuter, nous sommes heureux d'accueillir Madame Imelda Agondanou, qui est chargée de programme au réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, ROPA. Et l'objectif de ce live, vous le savez déjà, mais je le répète, c'est vraiment qu'il soit interactif donc le plus possible. Donc nous vous encourageons vivement à poser vos questions à Madame Agondanou ou bien vous pouvez le faire à travers le chat que vous avez en bas de votre écran. Et vous pouvez également aussi partager vos expériences en tant qu'expert ou praticien, toujours via le chat si vous entendez quelque chose de quelque chose auquel on parle, qui résonne avec votre propre expérience. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous partager. Et maintenant, sans plus attendre, je laisse la parole à Imelda pour son introduction. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous. Merci au PAM pour l'occasion d'échange. Donc, comme elle l'a dit, je suis Imelda Agondanou. Je suis chargée de programme au ROPA. Le ROPA, c'est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest. Donc, je m'occupe de ce qui est genre, accompagnement des femmes, des jeunes, développement des services économiques. Donc, c'est tout ce qui est service qu'on apporte à nos membres pour le développement de leurs activités professionnelles et plaidoyer. Donc, tout ce qui va être dialogue politique, consultation, voilà. Alors, peut-être je peux expliquer un peu plus en quelques minutes c'est quoi le ROPA. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est le réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest. Donc, nous couvrons l'ensemble des pays, des 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Notre but, notre vision, c'est basiquement de défendre l'agriculture familiale comme modèle et système de production qui puisse apporter à l'Afrique de l'Ouest un développement social, économique, durable et inclusif. Nous opérons sur l'ensemble du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Et nous avons été créés en 2000, donc 25 ans. En juillet, on aura 25 ans. Et justement, puisque nous opérons dans tous les secteurs, nous avons mis en place ce qu'on appelle les cadres filières. Donc, on a un cadre pour la pêche, l'élevage, etc. Et on a aussi des espaces de concertation, et c'est ça qui va vous intéresser, je pense. On a des espaces de concertation pour les femmes, donc le collège des femmes, et des espaces de concertation pour les jeunes. Donc, au niveau régional, c'est l'ensemble des représentants des organisations de jeunes qui forment le collège des jeunes régional du ROPA. Et ils ont une représentation dans le conseil d'administration. Donc, c'est comme ça qu'on s'assure de leur participation à la prise de décision au sein du ROPA. Voilà ce que je peux dire rapidement. Merci beaucoup et merci pour cette introduction. Et comme je l'ai dit, maintenant, on va ouvrir la session de questions et de réponses. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais le plus intéressant, c'est aussi que les personnes qui sont présentes avec nous puissent en poser. Et on a aussi également quelques questions pour vous. Donc, je vais ajouter plusieurs questions dans le chat qui sont à destination des participants. Je vois que certaines personnes nous ont déjà rejoints, une personne du Burundi. Donc, les petites questions auxquelles vous pouvez répondre. La première est, en tant qu'agriculteur ou agricultrice, quels ont été les principaux obstacles auxquels vous avez dû faire face lors du lancement de votre activité? Avez-vous repris une exploitation familiale ou bien débuté votre activité seule? Est-ce que vous connaissez le ROPA? Est-ce que vous faites partie d'une organisation paysanne? Donc, toutes ces petites questions qui peuvent aussi participer à notre conversation avec Imelda.
Mais maintenant, je me tourne vers vous, Imelda, et je voudrais vous poser la première question qui est quand même assez générale. Mais je voulais vous demander quels sont, selon vous, les principaux obstacles que les jeunes rencontrent pour rentrer et surtout réussir dans le secteur agro-silvopastoral en Afrique de l'Ouest, selon vous? Alors, cette question, nous la sommes posée, reposée et reposée encore, surtout avec l'évolution du contexte. Donc, je vais répondre un peu avec l'évolution de comment est-ce que on a compris ces questions en évoluant. Donc, déjà en 2018, on avait élaboré la stratégie d'insertion des jeunes. On avait commencé le processus. Et en ce moment-là, toutes les consultations qu'on avait faites avec les jeunes, ça mettait en lumière surtout les besoins basiques. Donc déjà, l'accès aux ressources productives, l'accès à la terre, la formation adéquate, le crédit, tous les intrants dont ils ont besoin, même le conseil pour pouvoir lancer leurs activités et surtout demeurer dans l'activité. L'autre question, l'autre point fondamental dont ils avaient besoin, c'était un statut. Un statut, puisque, alors peut-être ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'au niveau du ROPA, comme on travaille pour la défense des exploitations familiales, nos cibles avec les jeunes, c'est surtout les jeunes au sein des exploitations familiales. Donc, ils avaient relevé la question du statut du jeune. Donc, le statut du jeune au sein de la famille, surtout en Afrique de l'Ouest, et en particulier dans certaines zones, le jeune est surtout vu comme une aide dans le ménage. Il apporte beaucoup de force de travail, mais lors du partage des revenus, il n'est pas toujours présent. Et quand il veut se démarquer aussi, ce n'est pas toujours bien vu et bien compris, aussi bien par la famille que par la communauté. Donc, il y avait déjà le statut du jeune au sein de sa famille. Il y a aussi le statut des jeunes au sein des organisations paysannes, et ça, il avait bien relevé. Et le statut d'agriculteur, tout simplement dans nos contextes où la profession agricole n'est pas encore tout à fait bien structurée. Quand on est agriculteur, on n'a pas droit à une pension de retraite, on n'a pas droit à des appuis sociaux, etc. Donc, quand on veut insérer des jeunes dans un secteur, il faut que le secteur soit déjà vu comme un métier, effectivement. D'accord. Et donc, ça aussi, ça posait problème. Et voilà, l'autre besoin quand même qui n'est pas déconnecté, c'est cette capacité de structuration des jeunes et de représentation et de défense de leurs intérêts. Parce qu'on le verra dans les initiatives et dans les actions, c'est quelque chose d'important quand on est jeune et qu'on veut se lancer. Alors, on avait fait ça en 2018, on avait eu ces questions. En 2020, on se disait qu'il fallait approfondir davantage la question. Donc, on avait lancé une étude sur le parcours des jeunes. On avait enquêté plus de 450 jeunes dans 7 pays. Et on a vu que la question de l'insertion des jeunes, ça avait été beaucoup pris sous l'angle économique. Et donc, toutes les activités qui avaient été faites, appui, formation, crédit, etc., c'était bien, mais il y avait quelque chose de fondamental qu'on ne prenait pas en compte, mais qui finalement s'est avéré très important, c'est l'insertion sociale des jeunes. Donc, cette étude, puisque c'est parti sur des témoignages, des histoires de vie, ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes avaient besoin d'exister dans leur société, d'exister dans leur famille. Et c'était beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer. Et ça commençait aussi à expliquer un certain nombre de choses parce qu'on pouvait voir en Afrique de l'Ouest, dans les zones, une certaine perte de main-d'œuvre rurale, alors que ces mêmes jeunes-là vont migrer de leur localité pour être des main-d'œuvre rurales dans d'autres localités ou dans des pays voisins. Mais c'est que là-bas, ils sont rémunérés et ils peuvent revenir et utiliser les revenus à leur escient. Et donc, c'était vraiment lié à leur considération dans leur ménage, mais aussi même dans la communauté. Et ce qui avait été davantage préconisé, peut-être on va arriver là-dessus, c'était beaucoup plus le renforcement du dialogue social pour réussir l'insertion des jeunes. Et donc, voilà, en 2022, on s'est reposé la même question maintenant dans les zones de crise. Et là, la complexité de la zone de crise, on a vu que les questions sociales sont revenues encore, ont été beaucoup plus accentuées pour les jeunes dans les zones de crise. C'est-à-dire l'existence même du jeune, sa considération au sein de sa famille, au sein de sa communauté
Et on a aussi vu tout le lien avec la pauvreté, l'alphabétisation par rapport à l'avenir des jeunes. Donc, globalement, voilà un peu comment je peux répondre à la question en mettant en lumière un peu comment est-ce que cette réflexion a évolué au sein du ROPA. Merci beaucoup, Imelda. Je vois que certaines personnes nous ont rejoints, dont une personne du Sénégal et qui demandait particulièrement si vous intervenez, si le repas intervient dans son pays, donc le Sénégal. Et je voulais aussi encourager donc cette personne qui nous a dit qui nous partage qu'elle exploite des champs dans le cadre de la culture du maraîchage. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en tant que comment vous avez débuté votre exploitation et si vous étiez jeune et si vous avez eu des difficultés particulières ou pas. Et je vous laisse répondre, Imelda, si vous travaillez au Sénégal. Bien sûr, comme je le disais, on couvre l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, au Sénégal, notre plateforme membre, c'est le CNCR, le Conseil national de concertation des ruraux. C'est la plateforme et puis il y a les différentes fédérations membres qui sont associées. Donc, on travaille. Le Sénégal, le président sénégalais, c'est lui le secrétaire général dans notre conseil d'administration. Donc, on travaille au Sénégal, on intervient beaucoup là-bas. Merci. Et une autre question était demandée si la question de l'assurance est-elle prise en compte dans les activités du repas, également peut-être pour soutenir les jeunes dans leur insertion et dans leur développement? Ok, c'est une belle question. En fait, la question assurantielle, spécifiquement pour les jeunes, à cette étape, non. De façon générale, pour l'agriculture, oui. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est vraiment déjà beaucoup de plaidoyer parce que les mécanismes assurantiels ne sont pas très, très fonctionnels à cause de tout ce que vous savez par rapport à l'agriculture. Le risque agricole que, en fait, personne ne veut supporter. Donc, on est dans beaucoup de forums et de groupes de discussion, de plaidoyer par rapport aux mécanismes assurantiels. De façon spécifique, au Togo, il y a un exercice, mais c'est complètement en cours, qui est en train d'être fait avec, parce que notre plateforme du Togo dispose d'un centre d'incubation. Donc, ils sont en train de jouer l'intermédiaire entre la banque, l'organisation d'assurance et les agriculteurs. Et ils se portent un peu comme garant pour faire le suivi de tout ce qui va se faire sur le terrain et facilite le dialogue entre ces trois acteurs-là. Donc, l'initiative est en train de prendre, chaque partie est en train de s'engager et nous sommes en train de suivre le processus pour voir quel est le résultat que nous allons avoir. Ça, c'est pour les mécanismes formels d'assurance en tout cas. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Une autre question qui nous vient de Zeynep demande: est-ce que la relève des leaders paysans africains est assurée pour le collège des jeunes du repas? Alors, je vais prendre la question comme je l'ai comprise et si c'est pas ça, elle pourra compléter. La relève des leaders tout court est assurée. Et l'instrument pour assurer ça, c'est justement ce que j'expliquais au début, le collège des femmes. Pardon, le collège des jeunes dans ce cas précis. Parce que c'est vraiment, comme je le dis, le collège des jeunes est représenté au sein du conseil d'administration du repas. On leur fait tout ce qui est accompagnement, insertion économique, mais on fait aussi accompagnement, plaidoyer, leadership. On les enseigne sur l'histoire du mouvement paysan, etc. L'idée, c'est de faire un pôle de leaders de demain, en fait. Donc, oui, le renouvellement, en tout cas, des OP, c'est comme ça qu'on est en train de le voir. Merci beaucoup. Et en effet, vous avez mentionné l'importance de faire en sorte que aussi au niveau du gouvernement, il y ait des politiques en faveur de l'insertion des jeunes dans le secteur agricole. Quels sont les liens du repas avec les gouvernements et est-ce que vous avez certaines expériences que vous voulez nous partager sur des actions qui ont été menées et qui ont vu le résultat d'une meilleure politique au niveau des gouvernements pour l'insertion des jeunes? D'accord. Alors, je vais rester sur le niveau régional et peut-être si j'ai le temps, partager une expérience nationale. Puisque avec notre structuration, tout ce qui est national est porté par les plateformes de façon autonome avec leur gouvernement et nous on assure la coordination et tout ce qui est régional, donc ça va être l'interaction avec la CEDEAO, l'UEMOA, le CIF, c'est le ROPA qui le porte. Alors, la stratégie, aujourd'hui, la CEDEAO dispose d'une stratégie d'employabilité des jeunes
Et cette stratégie, c'est du fait du plaidoyer du ROPA et d'autres organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait vu qu'il était important d'emmener à la question. Et comme nos leaders sont partie prenante des dialogues politiques et des comités de pilotage des projets opérationnels qui découlent de la mise en œuvre des politiques, on avait posé le problème là-bas et c'est sur la base de ce plaidoyer que la CEDEAO a élaboré sa stratégie régionale pour l'insertion des jeunes. Et nous avons poussé, aujourd'hui, ils ont quelques programmes opérationnels qui permettent d'accompagner les pays, mais aussi les organisations professionnelles dans l'insertion des jeunes. Donc, dans l'environnement institutionnel, ce document existe maintenant. Et en termes d'action, actuellement, par exemple, avec nous, ils développent un programme qu'on appelle le ProLait, qui vise à insérer les jeunes dans la filière laitière. Et pour l'action du repas spécifiquement, nous insérons les jeunes dans la production de fourrage, la production d'aliments bétail. D'accord, nous leur apportons des formations, un appui en matériel et nous faisons une connexion avec le marché. C'est-à-dire que dans le projet, il y a des unités de transformation laitière, des éleveurs, des banques d'aliments bétail. Donc, nous les mettons directement en contact avec ces autres acteurs de la chaîne de valeur-là pour qu'ils puissent produire et avoir le marché et vendre. Il existe aussi au niveau des pays beaucoup d'expériences avec les collèges des jeunes. Si vous voulez, on peut revenir là-dessus. Sinon, s'il y a d'autres questions, je peux les prendre. Oui, alors il y a deux autres questions qui sont un peu plus larges que le thème d'aujourd'hui sur l'insertion des jeunes, mais peut-être qu'on peut quand même y répondre, notamment la première qui est Zaina qui demande qu'est-ce que vous pensez du retrait du Burkina Faso de la CEDEAO, et la seconde question est de Claver qu'on peut, je pense, lier à l'insertion des jeunes. Et il demande est-ce que le repas contribue et comment le repas contribue-t-il pour des initiatives de sauvegarde environnementale, et peut-être en le liant aux jeunes agriculteurs et agricultrices, peut-être que aussi les jeunes sont porteurs de nouvelles initiatives avec leur jeunesse, peut-être qu'ils ont aussi de nouvelles idées et peut-être que ça aide à ouvrir la voie vers de nouvelles initiatives en termes de développement durable et d'agriculture durable. OK. Alors, pour la première question, alors je vais répondre, ce que je dis me concerne, mais aussi c'est aussi quand même la position du repas. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège des politiques. L'Afrique de l'Ouest, c'est un seul et même peuple. Moi, j'ai circulé dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Je me sens rarement dépaysée quand je suis en Afrique de l'Ouest. On a les mêmes valeurs, on mange les mêmes choses et comme manger pour moi, c'est important. Donc, quand je vais partir, je peux retrouver mes mêmes repas, je suis bien contente. Et on est vraiment un seul et même peuple. Moi, je suis béninoise et ça fait 7 ans que je suis au Burkina parce que le siège du repas est au Burkina. Et je me sens ici chez moi. Et le repas, c'est vraiment ces 15 pays-là et nos leaders, c'est vraiment indépendamment de la raison du repas qui les unit, c'est aussi vraiment des liens d'amitié, des liens sociaux très, très, très forts. Et ça, rien ne peut changer ça. Et quoi qu'on dise, entre frères et sœurs, il y a toujours des malentendus, il y a toujours des moments de discorde. Ça arrive dans l'histoire de toute institution, ça arrive dans l'histoire de toutes les personnes. Actuellement, ce n'est qu'une crise. Et moi, je suis convaincue que ça va passer. Parce qu'en réalité, on n'a même pas le choix. On a des destins tellement liés en Afrique de l'Ouest. Je ne pense pas que le Sahel puisse vivre sans la côte et la côte sans le Sahel. Parce que de toute façon, tous les produits passent par la côte pour venir au Sahel. Et les produits animaux et tout ce que nous bénéficions du Sahel. Un pays comme le Bénin, si la tomate, l'oignon et les produits phares que nous mangeons essentiellement viennent du Burkina, du Niger, etc. Donc, ce n'est qu'une crise qui va passer. On l'espère et j'en suis sûre. De toute façon, ils finiront par se comprendre. C'est juste peut-être profiter de l'occasion pour inviter les peuples à ne pas rentrer dans les jeux des politiques et à se détester pour une raison qui n'existe pas en réalité. Pour la deuxième question, pour ce qui concerne l'agriculture durable, alors oui, c'est vrai que je n'avais pas cité nos priorités régionales, mais notre deuxième priorité régionale, c'est surtout la transition agroécologique. Parce que nous pensons que
si on veut faire face aux défis climatiques, si on veut produire durablement en préservant les ressources que nous avons pour la terre, nous devons faire cette transition-là vers l'agroécologie. Et par rapport aux jeunes, ce que nous faisons, c'est beaucoup d'activités de renforcement de capacité. Et aussi, nous avons des centres. Par exemple, au Mali, il y a le centre Mileni, qui est un centre de formation spécifique à l'agroécologie, qui forme chaque année des dizaines de jeunes aux pratiques agroécologiques. Nous aussi, nous avons des projets dans lesquels nous soutenons les pays pour accompagner les jeunes dans l'insertion agroécologique, mais dans le développement des activités agroécologiques. Nous avons des jeunes aussi qui sont un peu passés formateurs. C'est-à-dire, quand il y a des démonstrations champs, école paysan, c'est sur les parcelles de ces jeunes-là qu'il y a d'autres jeunes qui arrivent à venir et à suivre. Nous avons d'autres centres comme la ferme école Saint du Bénin qui, sur près de 15 hectares, ils ne font que de la production agroécologique. Ils forment chaque année des dizaines de jeunes, mais ils les forment sur la ferme à l'agriculture agroécologique et ils leur permettent aussi d'aller faire, je pense, c'est 1 mois ou bien 3 mois sur des fermes conventionnelles et ils leur laissent le choix à la fin. Mais jusque-là, plus de 90% des jeunes finissent par choisir de s'insérer dans la production agroécologique parce qu'ils voient que c'est possible en fait et que ça donne des résultats. Donc, voilà un peu comment je peux répondre sur la deuxième question, à moins qu'il y ait des précisions dont vous avez besoin. Merci beaucoup, merci. Et je voudrais savoir si vous pouviez nous partager peut-être quelques histoires particulières qui démontrent le succès de jeunes qui ont bénéficié des programmes du ROPA et qui maintenant réussissent dans le secteur agricole. Si vous avez quelques histoires à nous partager. Alors, je vais partager l'histoire de la coopérative Le Succès. Alors, l'année, on a mobilisé dans le cadre d'un programme qu'on appelle FO4ACP, donc Farmer for Organization, et on a eu avec l'appui du FIDA. Et on a accompagné des organisations, des coopératives de jeunes et de femmes. Dans ce que je viens d'expliquer, on a fait de la formation, on les a aidés à acheter du matériel, on les a formés à la communication digitale, on a refait un peu le branding de leur structure, on leur a acheté, on leur a conçu de nouvelles étiquettes, de nouveaux packaging, etc. Et il y a eu la coopérative Le Succès qui était dans la transformation de jus. Ils sont dans un village au niveau du Togo. Ils faisaient les jus en sachet et ils le vendaient surtout localement. Et donc, après cet accompagnement, leurs jus sont passés en bouteille avec de très jolies étiquettes. En tout cas, ils avaient vraiment eu un très bon designer et très jolies étiquettes. Et on les avait formés à la communication digitale et ils ont emmené ça sur TikTok. Leurs ventes sont passées à plus de 400%. Parce que, voilà, ils étaient connectés maintenant grâce à TikTok et aux réseaux sociaux à un large public. Et la demande a accru. Et comme ils avaient aussi l'équipement nécessaire pour y répondre. Et surtout, c'était des jeunes engagés. Ça, c'est important de le souligner. C'est pas, malheureusement, parfois, toutes les conditions sont réunies sans qu'on ait si vous voulez, les résultats à cause de l'engagement des jeunes. Donc, franchement, c'est peut-être une des coopératives qui m'a le plus touchée parce que le changement du point A au point B est flagrant, il est palpable. Et puis voilà, ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Et ce qui a été intéressant, c'est que c'est devenu aussi catalyseur parce que d'autres organisations commençaient à s'intéresser à eux, ils ont aussi commencé à travers leur réseau de jeunes au niveau national à postuler à d'autres appels à projets. Ils ont aussi eu d'autres financements, d'autres types d'organisations qui les a aussi accompagnés. Et puis voilà, c'est une entreprise qui est en train de fleurir actuellement. D'accord, oui, un très beau succès. Donc, bravo à vous. Et justement, il y a une des questions qui demande le volume des bénéficiaires du repas. Est-ce que c'est une information que vous avez, que vous pouvez nous partager? Le nombre de bénéficiaires. Ma surévaluation vient de bouger là, parce que j'ai les chiffres. Alors, quand on dit le volume, c'est sur quelle période, par exemple? En tout cas... La personne n'a pas précisé, mais peut-être déjà sur l'année dernière. Non, bon, je vais te donner un point sur un projet qui est en cours actuellement parce qu'on a fait ça récemment. Je pense que c'était 93 jeunes.
pour le point que au moins fait récemment. Mais ça, c'est sur un projet hein, qui a été touché et un projet qui a commencé l'année passée. C'est là où on en est. En fait, on disait 100 et on pense qu'on va dépasser les 100 quand les autres actions dans les autres pays seront terminées. Maintenant, en fonction, voilà. Merci beaucoup. Il y a aussi une question qui demande si vous intervenez dans un endroit particulier. Je pense que c'est un endroit qui s'appelle la zone des Niayes au Sénégal, mais je ne sais pas si vous travaillez dans cette zone-ci proche de Dakar, mais ça me vient une question. Comment est-ce que vous faites pour atteindre en fait les personnes qui sont et les jeunes aussi particulièrement qui sont dans des endroits très reculés dans certaines zones en Afrique? Très bien. En fait, ce qui nous permet de faire ça, c'est notre structuration. Parce qu'on a même eu des projets pour toucher les jeunes dans les zones des 3 frontières, les zones difficiles, etc. Mais ce qui nous permet de faire ça, c'est notre structuration. Et peut-être je vais la décrire un peu plus. Vous voyez, comme je dis, le repas, c'est le niveau régional. Mais les organisations paysannes sont structurées depuis le niveau village. C'est sûr que dans vos villages, vous connaissez des GUE, des associations de producteurs, etc. Et vous savez qu'ils sont fédérés et souvent, ils vont appartenir à une association villageoise des paysans ou une association villageoise des producteurs de maïs ou de scie, selon la filière. Et ces associations-là vont adhérer selon le découpage administratif à soit une association communale, une association préfectorale, etc. Et ils vont avoir une fêtière nationale. Les fêtières nationales existent pour les filières et il existe maintenant les fêtières des fêtières qui sont les fêtières de toutes les filières. Donc, dans les pays, ce sont ces fédérations fêtières-là maintenant qui vont adhérer aux plateformes. Les plateformes vont réunir toutes les fédérations nationales et ce sont ces plateformes maintenant qui vont adhérer au repas. Donc, nous, nos membres directs, ça va être les 15 plateformes des pays. Des 15 pays, d'accord? Maintenant, quand nous, on veut travailler, on contacte la plateforme qui, elle, va contacter ces fédérations. Généralement, on n'a pas de budget. Nos budgets sont vraiment très, très faibles. Donc, si on n'a que 10 personnes à prendre dans un pays, par exemple, on va soit lancer un appel au niveau du pays et ceux qui vont postuler, il y aura un comité qui va sélectionner. Soit ça va se discuter dans le cadre du conseil d'administration. En tout cas, il y a toujours une procédure en tout cas bien décrite. Et donc, la plateforme va reposer sur des fédérations et les fédérations vont reposer sur leurs organisations membres qui ont des représentations jusque dans les villages. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à toucher des gens de n'importe quelle filière, de n'importe quel secteur, dans n'importe quelle zone, de n'importe quel pays. Et c'est vraiment ça la force du repas, cette structuration qui est assez solide. Merci beaucoup. Et c'est très important aussi de toucher les personnes qui sont aussi dans des endroits un peu plus inaccessibles. Il y a une autre question qui est encore un peu plus sur le travail du repas plus largement et non lié juste à l'insertion des jeunes, mais qui demande par rapport à la transformation des exploitations familiales qui ont comme activité principale la production des produits agro-sylvopastoraux et halieutiques. Ne pensez-vous pas qu'elles sont menacées par l'agrobusiness? Le combat même du repas, c'est ça. La dernière fois, je disais aux jeunes du repas même, si vos exploitations existent encore, même à l'heure actuelle, c'est parce que le repas a existé. Parce qu'entre-temps, surtout dans les années 2000, quand le repas a été créé, il y avait une tendance des pays à vouloir se tourner vers l'agrobusiness. Et ils appelaient leur forme d'agriculture l'agriculture de jardin. La petite agriculture. Et justement, les paysans, s'ils se sont structurés, si le repas a été créé, c'est parce qu'ils devaient défendre l'agriculture familiale et défendre que c'est le mode de production par excellence. Donc, on a fait beaucoup d'études, beaucoup de plaidoyer, de lobbying, beaucoup de meetings, de mobilisation. Parfois, c'est des grosses mobilisations au niveau des pays pour démontrer que, bah non, ça, c'est en fait des préjugés sur l'agriculture. Parce que voici le point. Quand par exemple, le Bénin peut se bomber le torse, ou bien pendant une année, ou bien le Burkina aussi pourrait se bomber le torse pendant une année pour dire qu'on est le premier pays producteur de coton en Afrique. Sauf que, qui a produit ce coton? C'était les petites exploitations familiales. Ce n'est pas les grands agro-businessmen. Et donc, quand on prend des filières sur lesquelles on n'a pas de compétition à l'international,
c'est les petits producteurs qui ont produit le maïs. Par exemple, le Bénin est sédentaire en maïs. Qui produit ce maïs-là? C'est l'ensemble des petits producteurs. Quand on agrège leur production, c'est eux qui produisent, qui nourrissent le Bénin et qui dégagent des excédents qui sont vendus en dehors du Bénin. Donc, on a dû vraiment comment je vais dire, constituer cet argumentaire-là pour défendre l'agriculture familiale. De sorte que l'agriculture familiale maintenant est inscrite dans les politiques au niveau de l'ECOWAP, la politique agricole d'Afrique de l'Ouest, vous allez le voir, et même dans vos pays, vous allez le voir. Et ça a été de grosses batailles qui ont été menées par l'Europa. Et même sur la question des APE, aussi l'Europa, des politiques commerciales, l'Europa a beaucoup plaidé. C'est même par ça qu'on a été connu à l'international. Parfois, j'ai l'impression que l'Europa est encore plus connu à l'international que localement. Parce qu'on avait vraiment beaucoup plaidé, beaucoup bataillé pour maîtriser justement ces politiques de libéralisation-là. Mais c'est une bataille qui ne finit pas. Parce que chaque année, dans chaque réunion, dans chaque nouvelle stratégie qui doit se déployer, il faut toujours être là, démontrer, apporter les preuves et essayer de sécuriser la place de l'agriculture familiale. Donc, la menace, est-ce qu'elle existe? Bel et bien. Le combat, est-ce qu'il doit continuer? Absolument. Merci beaucoup, Imelda. On arrive à la fin de notre entretien et de notre live. Mais je voulais vous demander vous poser une dernière question et qui serait: quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite débuter dans le secteur agro-silvo-pastoral et qui manque de ressources et d'expérience? Quels seraient vos conseils? Alors, peut-être mon conseil ne va pas les intéresser, mais je vais le dire quand même, je vais expliquer pourquoi je vais dire ça. Mon conseil, ça va être la persévérance. Parce que l'insertion, en fait, si vous dites que la personne manque de ressources, etc., ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas commencer quelque chose. Pourquoi? Parce que s'il est vivant, c'est qu'il mange. Et s'il mange, c'est qu'il y a forcément des gens qui prennent soin de lui. On l'a démontré, le premier cercle d'insertion, les premiers financeurs, les premiers pourvoyeurs des jeunes, c'est au sein de la famille, c'est au sein de la communauté. Surtout en Afrique, avec la solidarité, parce que les mécanismes sociaux n'existent pas, ils sont presque inexistants dans les pays. Si vous êtes chômeur pour vous-même. Si vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de revenus pour vous-même. L'État n'a rien. Il est très rare qu'il y ait des fonds des États pour vous accompagner. Donc, c'est la famille, malgré nos difficultés, c'est la famille et l'entourage d'une manière ou d'une autre qui vous soutient. Et donc, quand vous voulez lancer quelque chose aujourd'hui, tout jeune ouest africain a toujours, quelles que soient les conditions, un oncle, quelqu'un de proche à qui aller demander, ce ne reste que 5 000 francs pour commencer quelque chose. Mais voici le point. Généralement, premièrement, ne négligez pas les faibles commencements. Commencez. Et deuxièmement, persévérer, surtout si c'est en agriculture. Je vous en prie, si vous n'avez pas la persévérance, on a beau vous mobiliser 2 millions ou 5 000 francs, vous n'allez pas pouvoir continuer. Je vais vous donner un exemple très simple. Et là, je vais prendre un exemple dans ma famille, donc quelqu'un que je connais très bien. On l'avait soutenu pour c'était un jeune, il est de 97, donc aujourd'hui, il a quoi, 28 ans. Il devait commencer en tout pour fabriquer des produits pâtissiers avec les trucs locaux, etc. Donc, quand il a commencé, on lui avait donné, la famille, l'entourage lui avait fourni tout ce dont il avait besoin pour commencer. Et puis, il est revenu dire que oui, que pour les premières ventes, il est parti, les gens se sont moqués de lui, les gens l'ont chassé, oh, que c'est trop dur, qu'il ne pouvait plus continuer, qu'il rentre à la maison, qu'il arrête. I was like, what? OK. Donc, on arrête. Donc, plus personne ne te donne un franc. Aujourd'hui, on a tout fait, on a investi. Si tu ne continues pas dans ton activité pour être autonome, tu te débrouilles seul dans la vie. Et c'était difficile au début, mais je peux vous garantir qu'à cause de cela, il ne pouvait plus abandonner parce qu'il avait faim, parce qu'il avait besoin d'argent pour acheter du crédit, parce qu'il a continué, il est reparti, quand bien même les gens se moquaient de lui, quand bien même ses amis riaient, quand bien même on l'insultait, il est reparti parce qu'il n'avait pas le choix, il devait chercher l'argent pour manger. Aujourd'hui, il est marié, il a un enfant, il vit de cette activité-là et il forme maintenant d'autres jeunes. Les gens le payent maintenant pour être formé à la pâtisserie pour continuer. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui allait abandonner au début à cause des difficultés. Et ça, tout à l'heure, quand je partageais le succès, je vous ai dit, on a eu des jeunes engagés. Effectivement, même dans le cadre du repas, je vous ai parlé d'un projet tout à l'heure où on insère les jeunes dans l'aliment bétail. Il y a un des jeunes insérés actuellement qui est parti. On lui a acheté du matériel, on lui a acheté, on l'a formé, il avait tout, et il est même inséré dans un réseau où son problème n'était pas le marché. Mais il a laissé tout ça. Il est parti, on m'a dit qu'il a quitté le pays. Et actuellement, même vis-à-vis du bailleur de fonds,
on est en train d'essayer de réfléchir à comment gérer ce projet-là. Donc, franchement, c'est vraiment important d'avoir de l'endurance, de la persévérance et quelles que soient les ressources que vous avez. En tout cas, de mon expérience, avec la persévérance, l'engagement, vous allez réussir. Merci beaucoup, Imelda. C'est un très beau message de conclusion pour démontrer qu'avec la persévérance et aussi grâce à des initiatives comme celle du repas, beaucoup de choses sont encore possibles dans le domaine agricole pour les jeunes. Et c'est un beau message de conclusion. Et je vous remercie beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions qui allaient même au-delà du thème qu'on s'était donné aujourd'hui avec l'insertion des jeunes, mais comme quoi le sujet a beaucoup intéressé et les activités du repas intéressent beaucoup. Donc, je vous remercie infiniment, Imelda, de nous avoir accordé du temps et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je remercie également nos participants qui ont participé activement à ce petit live qui est court, mais c'est aussi pour débuter et pour introduire des thèmes et qu'on puisse ensuite porter ces thèmes dans la communauté de pratique et continuer à débattre. Donc, surtout, n'hésitez pas à poster des messages, partager vos expériences aussi en écrit dans la communauté de pratique Farmdi. Et encore une fois, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Merci beaucoup, Imelda. Merci à tous.